Coucou tout le monde, très bel été sur Entre vous et moi avec ce 7e best-of pour retrouver le meilleur de nos invités. Avec Hélène Risser, journaliste qui nous parle de son livre où elle retrace la disparition de son fils Artaud. Également la journaliste et présentatrice Laurence Ferrari. Il sera aussi question de Jérôme Kerviel qui revient sur cette épreuve que vous avez tous et toutes connue, entendu parler. Trader, ancien trader à la Société Générale. Également la chanteuse Julie Zenati. Il sera aussi question d'Inès Vandamme qui est danseuse phare dans l'émission Danse avec les stars. Mais tout de suite, la médium Elisabeth Leloirne qui revient sur cette expérience de vie absolument incroyable. C'est sur Entre vous et moi et c'est maintenant pour vous. N'oubliez pas de nous laisser un petit message, de liker, de rester présent sur Entre vous et moi parce que là, on est avec vous, pour vous, tout l'été. Je vous embrasse. Et sans dévoiler la teneur de notre rencontre, oui, quand on a cheminé ensemble dans l'au-delà, il y a des détails qui ne trompent pas. Oui. C'est-à-dire que tu pourrais me dire, tiens, je vois ton mari, tiens, je vois ton père, tiens. Il y a des détails qui ne trompent pas. Tu as trouvé le détail absolument précis me concernant. Et je pense que tu as aussi d'autres exemples de détails comme ça qui permettent aux vivants de savoir que le défunt est bien celui-là, en fait. Tu peux me parler de cette personne qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer ? Oui, bien sûr. Et c'est un conseil d'ailleurs qui peut être utile à beaucoup de personnes qui ont envie de consulter un médium, pardon. Parce qu'il ne faut pas que ce soit général. C'est-à-dire que de dire à quelqu'un, effectivement, je vois votre papa, il est dans l'amour, je vois votre maman, elle est comme ci, elle est comme ça. On n'invente pas un mort, en fait. C'est pas ça une médiumnité pour moi. La médiumnité, c'est d'aller chercher un détail, mais qui est fulgurant, qui tombe comme ça dans une connexion, qui rend irréfutable la présence du défunt. C'est ça qui m'intéresse. Moi, j'aime bien le détail, vraiment quelque chose de très personnel, parfois même de très, très personnel. Et effectivement, ce matin-là, j'étais en train de préparer mon rendez-vous. Donc, je fais toujours mon petit rituel le matin, je me prépare, je travaille mes énergies, parce qu'on peut croire que le médium, il s'assoit à son bureau et puis ça y est, c'est parti. Pas du tout, il y a une préparation. Et puis, très souvent, le défunt est déjà là. Le défunt, il sait que le rendez-vous va avoir lieu. C'est ça qui est incroyable. Donc, des fois, il est là 2-3 jours avant, ça arrive. Et comme le temps de l'autre côté n'existe pas, très souvent, ils viennent en plein milieu des rendez-vous. J'ai rendez-vous avec vous. Je dis non, c'est pas tout de suite. C'est demain, c'est après-demain, mais c'est pas tout de suite. Et puis des fois, il y a des gens qui sont pressés. Quelqu'un qui était pressé de son vivant va être pressé aussi de l'autre côté. Quelqu'un qui était extrêmement pudique de son vivant sera pudique aussi de l'autre côté. En fait, la mort ne rend pas meilleur. On ne change pas. On garde en tout cas pendant un certain temps notre identité propre, comme on dit. Et donc, ce matin-là, il y avait un monsieur qui était un peu en errance dans ma maison. Je le sentais, je savais qu'il n'était pas très loin, il était là. Je ne le voyais pas physiquement, mais dans ma tête, par l'écran mental, comme on dit. C'est un petit peu comme les souvenirs qu'on a dans la tête, mais qui ne nous appartiennent pas. Je savais qu'il était dans la maison. Et puis, il se matérialise au moment où je suis dans ma cuisine, en train de préparer mon café avant ma séance, quoi. Et je sens quelque chose qui m'accroche le pull. Derrière moi, il y a quelque chose qui m'accroche. Je me dis, tiens, c'est curieux. Parce que moi, j'aime pas trop qu'on me touche dans les contacts médiums. J'aime pas trop qu'on s'approche de moi. Donc là, je sens ça. Je me dis, bon, d'accord. Et puis, je me déplace avec ma tasse de café et il me suit. Et il est accroché à mon pull. Bon, ça dure quelques instants. J'appelle la dame pour mon rendez-vous. C'était un rendez-vous en visio. C'était une dame qui avait un certain âge. Elle devait avoir entre à peu près 70 ans, cette dame. Et je lui dis, écoutez, je suis contente de faire ce rendez-vous avec vous parce que je pense que c'est un rendez-vous pour votre mari. Et elle me dit oui. Elle me dit, mais je sais plus si je vous ai envoyé les photos. Je dis, je sais pas. Je vais regarder, donc je vérifie dans les mails. En fait, elle avait oublié de m'envoyer les photos. Donc, pour le coup, j'avais pas de photos. Je dis, c'est pas grave. Je dis, vous inquiétez pas, il est déjà là, de toute façon. Elle me dit, ah bon, il est là? Je dis, oui, il est là. Je dis, mais c'est bizarre, depuis ce matin, il est accroché à mon pull. Je comprends pas. Il est accroché, il me tient le pull derrière. Et là, cette dame, elle fond en larmes. Et elle me dit, mais
c'est pas vrai, vraiment il fait ça? Je dis, mais oui, oui, mais je comprends pas parce qu'on m'a jamais fait ça. Elle me dit, écoutez, c'est normal. En fait, mon mari avait la maladie d'Alzheimer. Et partout où on allait, je lui disais toujours de m'accrocher parce que j'avais peur qu'il se perde. Et du coup, de l'autre côté, la première chose qu'il m'a montré, c'est ça. Il a gardé ça de sa vie, de ses derniers instants de vie. Et ce petite anecdote-là, c'était pour me dire, c'est moi. Si tu lui dis ça, Elisabeth, elle va savoir que c'est moi. Et donc, bah, on a commencé comme ça. Donc forcément, ça a été très, très fort comme moment. Un mort est reconnaissable Oui. parmi toutes et tous, en fait. Oui, ah, oui, oui. Parce qu'il va de toute façon montrer quelque chose qui est unique. Une anecdote très personnelle ou je sais pas moi, j'ai eu un monsieur il y a quelques années aussi, sa fille me consulte pour une médiumnité. Elle est dans le drame en fait d'avoir perdu son papa, c'est terrible. Et la première chose que je vois, c'est un chat. Et je comprends pas parce que je me dis mais pourquoi on me montre ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc je vois un très beau chat. Et puis bon bah petit à petit je me concentre sur le chat. Je commence à voir le monsieur qui est à côté, le chat qui finalement est assis sur les genoux du monsieur dans le fauteuil. Je décris le fauteuil, il y a un coussin qui est vert. Voilà, le décor se met en place autour de ce chat. Et je me dis mais vous avez oublié le chat. Et elle me dit mais c'est fou parce que mon papa est décédé. Et 2 jours plus tard, le chat est mort. Et en fait, on était tellement dans le chagrin avec le décès de papa que le décès du chat est passé à la trappe, entre guillemets, alors que c'était le chat qui était dans notre famille depuis 20 ans. Et c'était le chat de papa. C'était son chat. Ils se sont retrouvés. Ah ouais. Et en fait, il a voulu me montrer tout de suite, bah, c'est bon, le chat, il est avec moi. Tout va bien. Tout va bien. On est ensemble et tout va bien. Incroyable. Et ça, c'est beau. Moi, je trouve que c'est des belles images, c'est des choses merveilleuses. J'étais un jour en accompagnement en fin de vie. Donc, c'était une vieille dame. C'était une très vieille dame. Elle avait été très, très, très malade. Et je pense qu'elle avait subi tous ces traitements parce que sa fille refusait qu'elle parte. Parce que tu sais, parfois, un enfant ne veut pas laisser partir sa maman, ou son papa d'ailleurs. Et elle continue de s'acharner, d'y croire, de médicaliser au maximum, jusqu'au moment où l'équipe médicale laisse entendre que malheureusement, on ne peut pas continuer à s'acharner. Et cette dame, quelques jours plus tôt, elle m'avait dit, Elisabeth, je veux partir. Et sa fille, elle n'était pas prête en fait, elle n'était pas prête à laisser partir sa maman. Donc on avait une maman prête à partir et une fille pas prête à perdre sa mère. J'étais vraiment encore une fois entre les deux. Et puis, je fais cet accompagnement en fin de vie parce que je sentais que c'était les derniers instants. Je suis dans la chambre avec elle. Il y a donc sa fille qui est là aussi. Et je vois un monsieur qui arrive, qui rentre dans la chambre, qui est donc décédé. Hein. Il rentre, il est jeune, il a un costume. Et il me dit, mais elle n'est pas encore prête ? Et je lui dis non. Alors je lui dis non mentalement, hein. Je lui dis pas non à haute voix parce que je veux pas que la jeune femme à côté se dise mais qu'est-ce qui se passe ? Elle est folle, ça y est, elle commence à parler toute seule. Il me dit c'est fou ça, hein. Toute ma vie je l'ai attendue. Toute ma vie je l'ai attendue. Et là c'est pareil, elle me fait encore attendre. Bah, je lui dis oui mais elle est pas prête, hein, c'est pas tout de suite. Et puis je sens que le moment arrive et je vois cette femme qui donne son dernier, qui va donner son dernier souffle. Je vois cette jeune femme qui se précipite sur sa mère en lui disant « Ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas ». Et puis je la vois partir, je la vois s'élever. Donc en fait, moi, dans ma vision, je la vois faire comme une sortie de corps. Et l'instant d'après, elle est complètement matérialisée au pied de son lit, comme toi et moi. Je la vois en couleur, comme si elle avait une vingtaine d'années. Et elle porte une robe de mariée magnifique, avec un dos complètement en dentelle. Et d'un côté, j'ai cette femme qui est effondrée sur le lit. De l'autre côté, j'ai cette femme qui est d'une beauté extraordinaire. Ce monsieur revient dans la chambre, il lui dit « Ah bah ça y est, t'es prête, on peut y aller ». Et elle lui dit « Oui, c'est bon, ça y est, je suis prête ». Ils se prennent dans les bras et ils s'en vont tous les deux, bras dessus, bras dessous. Se marier. Et c'est un souvenir de mariage. Moi, je garde ça pour moi, parce que c'est pas le moment. Et puis, peut-être 6 mois plus tard,
Elle me rappelle et elle me dit, écoute, j'aimerais bien qu'on se voit, est-ce que tu as du temps? Tu passes à la maison, bois un café. Donc, moi, je suis une Miss Café, donc je vais boire du café partout. Et puis, elle finit par me poser la question, elle me dit, écoute, est-ce que tu crois que maman est bien là où elle est? Et je lui dis, en tout cas, tu sais, ta maman, c'était une très très belle mariée. Et elle me dit, ah bon, pourquoi tu me dis ça? Alors, je lui explique la scène, qu'est-ce que j'ai vu, et surtout ce dos de robe qui m'a frappée, parce que c'était de la dentelle, c'était très très beau, très très fin. Et donc elle me dit, mais tu sais, je vais te sortir une photo et je vais te montrer. Et il s'avère que la grand-mère, donc l'arrière-arrière-grand-mère, était dentelière. Et c'est elle qui lui a fait sa robe de mariée. Donc c'était d'une précision incroyable, puisque c'était justement l'histoire familiale, c'était la transmission de cette robe de mariée avec ce dos en dentelle unique qui avait été fait par l'arrière-grand-mère. Incroyable. Et ça, je trouve encore une fois que c'est le meilleur message qu'on peut réussir à délivrer à quelqu'un, parce que c'est une preuve irréfutable qu'il y a bien quelque chose qui se passe après la mort, que rien ne s'arrête jamais, et que surtout l'amour ne s'arrête jamais. Jamais. Perdre un enfant est le pire qui puisse nous arriver, ce sont les mots de ton papa, qui était psychiatre de profession, quand tu lui as annoncé la mort d'Artaud. C'est ce qu'on va essayer de comprendre, et comment on peut vivre avec l'invivable. Que s'est-il passé, Hélène, ce mardi soir en rentrant chez toi après un dîner? Il est près de minuit. Nous sommes le 23 mars 2022. Ouais, on est le 22 au soir, puisqu'il est mort le 23. Je vais rester dans les faits. J'ai vu mon fils, qui avait l'air dans un état à peu près normal. Voilà. Je lui ai demandé s'il avait bu, je lui ai demandé s'il avait fumé, je lui ai demandé... Bon, il avait des problèmes d'addiction, donc il était censé être dans une tentative d'arrêt. Et rétrospectivement, on sait souvent d'ailleurs que c'est des moments où les gens sont particulièrement fragiles, dans ces moments de tentative d'arrêt. Même si de toute façon, ils auraient été à la catastrophe s'ils continuaient. Enfin bon, voilà. Et justement, je savais qu'il y avait un gros sujet autour de ces addictions et puis de comment s'en sortir. Mais là, il paraissait, on va dire, dans un état qui n'était pas inquiétant. Moi, je suis rentrée d'un dîner, justement, j'avais parlé de lui. Je m'étais posé plein de questions sur comment l'aider. Et voilà, je le vois, il avait l'air fatigué, il a mangé. Et puis, il était déjà tard. Enfin, un enfant de 21 ans, on ne le met pas au lit, bien sûr, mais vu qu'on avait quand même un vrai combat à mener, c'est vrai que voilà, je voulais pas le laisser traîner dans la maison trop tard, etc. Donc je savais que le lendemain, il y aurait des choses à décider, à réentreprendre. Et donc j'ai vu qu'il était un peu peut-être un peu titubé, mais rien d'inquiétant. Enfin, et je l'ai vu se coucher. En fait, je l'ai vu se coucher, et quand il s'est couché, je me suis dit, bon, ouf, voilà, il est couché, maintenant on pense à demain, quoi. Et je suis allée me coucher. Et le lendemain matin, je me rappelle, j'écoutais la chronique de Thomas Legrand sur France Inter, et je sais pas, j'ai eu un moment de... Je me suis dit, tiens, je vais quand même aller voir comment ça va. Et je suis allée voir, et j'ai vu qu'il était dans la même position, exactement la même position que la veille, quand il s'était laissé tomber sur son lit, comme ça, de face. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Donc j'ai essayé de le réveiller, il ne bougeait pas. Mais j'ai vu qu'il était chaud. Enfin, il y a un truc, je me suis dit, oh non, mais ça va. Enfin, je pense que dans ces instants-là, j'ai pas mal repensé après, parce que je pense qu'on ne peut pas imaginer que la personne soit morte. On ne peut pas imaginer. Mon fils, c'était un jeune homme, certes, il ne menait pas un mode de vie hyper sain, mais on ne peut pas imaginer que quelqu'un de 21 ans, comme ça,
meurt subitement. Donc je me dis, qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, j'appelle mon compagnon, ma fille arrive, le chien arrive dans la chambre, enfin bon, je renvoie ma fille et le chien dans la cuisine, je mets des baffes à mon fils, enfin bon... Et puis voilà, puis je vais chercher, puis on appelle les secours, mon compagnon commence à lui faire un massage cardiaque, je descends, je monte les escaliers, je vais chercher les pompiers, enfin voilà, je me démène en me disant, je suis utile, je fais des choses, voilà, j'agis, parce que dans ces cas-là, je pense qu'on a besoin d'agir, et c'est comme ça que la pensée, on arrête de penser. Et quand le SMUR est arrivé, au bout de quelques minutes, même pas... Bon, voilà, ils nous ont dit que notre fils était décédé et que c'était probablement arrivé plusieurs heures auparavant. Voilà, et donc là, c'est un effondrement, mais vraiment, je pense que c'est à cet instant-là que j'ai compris ce que ça voulait dire effondrement, quoi. C'est-à-dire que toutes les structures se cassent, tout ce qui me faisait tenir debout, on va dire, voilà, les forces, c'est comme si voilà, ce qui tenait mon cerveau, la charpente de mon corps s'effondre. Et mon premier cri, c'est ma faute, quoi. C'est ma faute, je suis coupable, parce que... alors la mort des enfants, enfin, je pense que la mort, ça renvoie toujours à la culpabilité. La mort d'un enfant, ça renvoie à une énorme culpabilité. La mort d'un enfant dans la maison, une énorme culpabilité. La mort de son enfant, quand on l'a vu la veille au soir et qu'on n'a pas deviné qu'il allait mourir, c'est une culpabilité, mais monstrueuse. Après ces 4 années à TF1, tu intègres la chaîne D8 à l'époque, devenue C8, pour dépoussiérer l'actualité. C'est vraiment ton mantra, notamment dans l'émission Le Grand 8. D'ailleurs, nouvelle petite épreuve qui te fait rire, puisque tu expliques sur les réseaux sociaux, il vaut mieux en rire, tu perds ta carte de presse. Oui. On estime que ce n'est pas une émission journalistique. Voilà, tu vas la récupérer. Tu continues sur iTélé, devenue CNews, avec cette émission qui est la tienne désormais, Punchline, lancée en 2016, en 2017. C'était pas encore une quotidienne, c'est ça? C'était une hebdo à l'époque, et elle était sur C8 le dimanche pendant la présidentielle, et puis on l'a basculée ensuite après sur CNews en quotidienne, pardon. Voilà, donc désormais la tête de CNews, avec ses éditos qui font du bien aussi, je trouve. Présidente également du nouveau magazine, JD News, voilà, donc sur tous les fronts. Tu veux impulser quoi à la fois à travers ces éditos qui sont assez larges, hein, on l'a vu sur la mort de Catherine Laborde, on le voit aussi sur la mort de Lola. Proximité avec les Français, liberté d'expression, espérance, on a le droit de penser autrement. Il m'a fallu 37 ans pour oser dire « je » à l'antenne. Parce que, comme je te disais, mon métier, c'est d'être au service de l'information. Et puis, il y a un moment où, qu'est-ce que moi j'aurais... Parce que c'est un peu ce que nous demandent aussi les gens qui nous regardent. Qui vous êtes, au fond? D'où vous venez? D'où vous parlez? C'est pour ça que j'accepte aussi cet entretien avec toi, parce que c'est important qu'ils sachent d'où on vient, comment on est constitué, comment on est arrivé là, si c'est par hasard ou non, si c'est beaucoup de travail ou pas. Donc au fond, je me suis donné ce droit de dire « je pense ». Depuis le 7 octobre 2023, qu'il se passe des choses insupportables dans notre pays. Je pense que la mort d'un enfant est intolérable, si l'État n'a pas fait tout ce qu'il pouvait pour le protéger. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est un éditorial qui dure 1 minute 30, hein, donc c'est pas toute l'émission, mais c'est la première fois depuis 2 ou 3 ans que je m'autorise à dire « je » et à prendre position sur des sujets. Donc, et c'est le seul temps où après, tout le temps, c'est du débat. Et je permets aux gens qui ont des avis contradictoires sur mon plateau de débattre. Mais c'est un grand pas en avant. Ça a été très difficile pour moi d'oser dire « je ». Parce que, voilà, nous, les journalistes, normalement, on doit être en recul de l'information. Et ça continue à rester mon métier. Mais je m'autorise à faire des éditoriaux. Bon, il y a plein d'éditorialistes dans la presse de tout temps, mais moi, c'est quelque chose que je ne m'étais pas autorisée. Voilà. Et je le fais depuis quelques années. Et c'est important, et ça marque les gens. Et j'ai beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup plus qu'à TF1. Ce qui est très, très paradoxal, c'est que l'audience qu'on a aujourd'hui, même si elle est extrêmement importante, n'a rien à voir avec l'audience que j'avais aux 20h de TF1. Le nombre de personnes qui m'abordent dans la rue et qui me disent merci.
Merci juste de dire la vérité. J'avoue que ça, c'est assez stupéfiant. Il se passe des choses intéressantes au niveau médiatique aujourd'hui. Il y a un désir d'authenticité de la part de celles et ceux qui nous regardent. Se dire que ça n'est pas parce que tu es dans le siège du présentateur, tu es celle qui sait tout et celle surtout qui est supérieure aux autres. Je pense aujourd'hui que le public a besoin d'authenticité et a surtout besoin de justice. Non, il n'y a pas de monde. Non, il n'y a pas ceux qui savent et ceux à qui on va dire les choses. C'est ça que tu ressens? Je ressens exactement ça. C'est vraiment... on ne peut pas être on peut pas être les sachants qui allons expliquer aux pauvres gens ce qu'ils doivent penser. Voilà, aux pauvres gens ce qu'ils doivent... Non, ils sont aussi intelligents que nous, voire beaucoup plus, parce qu'ils sont dans la réalité, ils connaissent très bien les sujets de la vie quotidienne. Donc nous, on se met à leur service et on leur dit, mais moi je suis comme vous, j'ai des problèmes aussi, mais je comprends ce que vous nous dites. Et je ne me pose pas en surplomb pour vous dire, pour vous imposer ce que vous devez penser. Parce que la réalité, ce n'est pas ce que vous vivez. Et la réalité, on va la dire. Et ça, c'est une grande révolution. Et les Français, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de gens qui ne se positionnent pas comme des donneurs de leçons en permanence ou des redresseurs de tort et qui ont la morale intellectuellement intégrée. Supérieure. Voilà, non, pas du tout. Les Français sont aussi intelligents que nous. Voire beaucoup plus. Et aussi ne pas s'interdire d'inviter, et c'est ce que tu fais régulièrement, des personnes dont tu ne partages pas forcément le point de vue. Bien sûr, c'est le principe du débat contradictoire. Exactement. Inviter tout le monde ne vient pas, mais tout le monde est invité. Ouais. Moi j'adore les confrontations. Moi je ne suis pas agressive de toute façon. Je suis punchy, et le nom de mon émission le dit, j'aime la pugnacité, mais pas l'agressivité. Ouais. Donc voilà, il y a toujours beaucoup de bienveillance au fond dans ce que je fais. Tu leur dis quoi à ces journalistes qui pensent que tu es au mieux clivante? Oh rien, je n'ai rien à leur dire. Rien. Qui me regardent, qui m'écoutent et qu'ils arrêtent de dire n'importe quoi sans regarder, sans écouter. Non, j'ai rien à leur dire, vraiment. Je m'adresse qu'au public. C'est de lui que je tiens ma force et à lui que je parle. Donc voilà, vraiment aucune importance. Le 18 janvier 2008, la première date fatidique. Je suis comme un lapin pris dans les phares. Tu es un week-end en Deauville avec ta compagne, justement, et tu reçois un appel de la direction de la Société Générale. Un gain apparaît d'1,450 milliard d'euros qui est repéré et ton nom apparaît. Il y a une alerte dans le système de sécurité qui est lancée et on te demande de revenir immédiatement à la Défense. Alors, on parlait de suicide tout à l'heure. C'est tout de même la première fois là où tu mentionnes cette phrase. Je ferais peut-être mieux de me jeter directement sous un train. C'est un SMS que tu envoies à un de tes collègues. Ouais, mais parce qu'en fait, il y a... c'est un monde qui s'écroule. Je comprends qu'il y a un point de bascule qui est en train de s'opérer. Tu y penses vraiment là? Tu te dis... Non, non, parce que c'est comme un mouvement d'humeur en disant... Ouais. Et comme à certains moments, dans le dossier, il y a ce genre de texto que j'ai pu envoyer en échange avec mes courtiers où on est en train de parler, on passe une sale journée de merde, et me dire je vais m'acheter une corde. Voilà. Pour autant, je vais pas le mettre à exécution. Ça, par contre, ce genre ça a été violent pour moi. Parce que ce genre de textos et d'échanges qui étaient privés, qui ont été ressortis de leur contexte, en fait, parce que saisis par les polices, y compris saisis en interne par l'ASG, qui ont été utilisés médiatiquement pour faire un storytelling. Le fameux. Un storytelling qui était C'est-à-dire que quand on raconte une histoire ensuite avec des éléments nouveaux qu'on récupère, etc. Voilà, et de dire, ok, si on sort du contexte, vous pouvez avoir des textos, j'imagine, chez vous, en fait, qui peuvent être interprétés de diverses façons. Et là, en l'occurrence, voilà, c'était un mouvement d'humeur. Franchement, les seules fois où j'ai pensé au suicide, c'est après l'éclatement de l'affaire, parce que le tsunami était tellement important que, évidemment, je ne voyais plus d'issue. Et c'est là que tu comprends qu'en fait, cette jolie famille sur le papier va disparaître assez rapidement. C'est en un millième de seconde. Là, tu te dis... C'est une énorme déception, déjà. Pendant le week-end, le fameux week-end, je sens une trahison de ma hiérarchie, parce qu'en fait, il y a cette réunion qui a lieu dans la salle des marchés avec mes chefs directs et le top management de la banque.
où moi je suis un peu ennuyé parce que je ne sais pas ce que mes chefs ont reporté à leurs supérieurs eux-mêmes. Et donc je suis dans une posture qui est un peu merdique parce que je suis comme le lapin pris dans les phares en disant je ne sais pas quoi dire parce qu'en fait sinon je me peux mettre en porte-à-faux mon chef. Et donc je suis vachement sur la retenue au départ et je demande à ce que l'un de mes supérieurs directs soit inclus dans la discussion qu'on est en train d'avoir avec le top management de la banque et finalement à force de demander il arrive dans cette salle et là j'ai la stupéfaction d'entendre mon chef dire j'étais au courant de rien. Et donc là je comprends que mon chef direct est en train de me lâcher aussi. Donc ça a été le premier choc. Après, il y a les amis, les proches, les copains, traders qu'on a aidés, qui ont fait des transferts de résultats, parce que quand je fais 1,5 milliard en 2007, mes copains qui me disent il me manque 3 millions d'euros pour boucler l'année, je faisais des transferts de résultats pour les aider. Moi, je me disais, je fais rien de mal, parce que ça reste dans la banque. Donc, c'est le pied qui reste dans la banque, c'est pas grave. Je suis en train d'aider un copain. Et donc, tous ces gens-là que j'ai pu aider à l'époque, qui du jour au lendemain ont disparu, ça a été un premier choc. Le deuxième choc pour moi, et la deuxième colère qui a été encore plus grandissante par la suite, c'est de me rendre compte que ces gens-là, quand le dossier a éclaté, que l'instruction a commencé à se mettre en cours, ne sont pas venus m'aider, voire même ont témoigné contre moi en disant on est au courant de rien, on ne comprend pas, machin. Et de découvrir quelques mois après que ces gens-là avaient signé des protocoles d'accord avec un gros chèque à la clé pour se taire. Donc ça, c'était le deuxième rideau de trahison, en me disant ok, cette famille, je me suis complètement planté, quoi. Donc ça, c'était très compliqué. Et j'ai nourri de la colère vis-à-vis de ces gens-là pendant très très longtemps. Et il m'aura fallu 6 ans. 6 ans pour me libérer de ça. C'est quand je suis rentré de Rome, après la rencontre avec le pape, où justement j'ai fait cette marche qui a été salvatrice pour moi, où finalement je fais le point sur les 6 années écoulées, sur tout ce qui s'est passé. Et Dieu sait qu'il s'était passé beaucoup de choses à ce moment-là. Ou notamment sur ce point de la famille qui a trahi et les copains qui ont trahi, dont j'avais l'impression qu'ils avaient trahi à tout moment, où j'avais une colère qui finalement me consumait chaque jour un peu plus. Et je me suis posé la question suivante, c'est de me dire, ok, bon, remets-toi dans le contexte et en toute honnêteté, si tu avais été à leur place, tu aurais fait quoi? Et aujourd'hui, je sais exactement ce que je ferais. Il n'y a pas de débat, parce qu'on revient sur la congruence. Je préfère être aligné avec moi-même. Mais à l'époque, si je me remets dans le contexte en honnêteté, qu'est-ce que j'aurais fait? Et la réponse était, je sais pas. Vraiment, j'aurais fait comme eux. Parce qu'il y a ce schéma où on a une famille autour, le salaire qui tourne, le job, machin, qui tourne. Pourquoi aller défendre un gars et mettre en péril sa carrière et remettre en cause sa vie personnelle pour quelqu'un? Peut-être que dans le contexte à l'époque, j'aurais fait sûrement la même chose. Et quand j'ai eu cette réflexion-là, je me suis dit, pour ce sens-là, je n'ai pas le vouloir parce que j'aurais peut-être fait la même chose, en fait. Donc ça ne sert à rien que tu nourrisses de la colère là-dessus, parce que il n'y a que toi, ça fait du mal. Et surtout, tu aurais peut-être fait comme eux, donc tu n'as pas à les juger. Et cette réflexion-là, par exemple, m'a énormément libéré, m'a énormément aidé, parce que cette colère qui se consumait, à chaque fois, qui me consumait, instantanément a disparu. Et ça m'a apporté plus de légèreté pour les jours qui ont suivi. Ça s'appelle le pardon, ça. Ouais, mais alors, le pardon vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi le pardon vis-à-vis de soi-même. Exactement. T'aimes bien Goldman ou pas? Jean-Jacques? Ouais. Si j'étais né en 17 à Leidenstadt. Oui, j'adore cette chanson. Ouais. Finalement, c'est le même. C'est facile d'avoir des postures de juger, sauf que quand on n'est pas confronté à la situation, c'est facile d'avoir une posture. Il n'y a que quand on est les mains dans le cambouis et qu'on est confronté à une situation qu'on peut voir comment on réagit. Exactement. Ouais. Est-ce qu'on est mieux que les autres ou pas? Je n'en pense pas. Je crois pas. Je suis pas un voleur, j'ai pas détourné de l'argent. Je nie avoir fait ça tout seul. J'ai pas pu faire ça sans l'aval de ma hiérarchie. Et c'est aujourd'hui le sens de ton combat. Le montant à l'époque des pertes est revu à la baisse. 4,9 milliards d'euros. Et c'est à ce moment-là que tout éclate publiquement, le 24 janvier 2008. Daniel Bouton apparaît lors d'une conférence de presse. Il est PDG de la Société Générale de 97 à 2008. Et là, cette fois-ci, dans sa bouche, c'est plus la bonne gagneuse, Kerviel. C'est un trader terroriste. On voit ton visage apparaître sur tous les écrans. Ta photo vaut très cher pour pouvoir l'acheter et la publier dans les journaux. Jusqu'à 100 000 euros, je crois. Ta maman
Tu la vois, je crois, sur un quai de gare. C'est le 24 janvier 2008, il y a l'affaire qui éclate. Moi, je tombe de l'arbre. Hein. J'allume la télé, je vois ma tête à la télé. J'ai la photo de mon badge à la télé. Parce que la première photo qui circule, c'est la photo de mon badge. C'était général. Donc quelqu'un l'a donné. On se demande pas bien qui, hein, mais... Ouais, mais encore une fois, j'ai mis du temps à comprendre ça, c'est le storytelling qui était en cours. Et un badge en plus qui ne te met pas vraiment en avant, comme tous les badges Oui, alors de société où on fait une sale gueule. Par ailleurs, oui, la photo va bien avec le storytelling qui va bien, ça fait un peu wanted, c'est personne ennemi public numéro 1, donc c'est cool. Il est raconté que je suis en fuite, alors je suis absolument pas en fuite. Voilà. Et donc je mets du temps à comprendre qu'il y a un rouleau compresseur médiatique et une storytelling qui est en train de se mettre en place, parce que je suis à 10 000 lieues d'imaginer ça à ce moment-là. Tu n'es pas en fuite, mais il est important de le souligner, tu es chez un ami. J'étais chez mon frère. Voilà. Et après, chez un ami qui va t'héberger. Et après, quand je suis sorti de garde à vue, je suis parti... alors, ouais, il y a eu 2 séquences. Un des rares. Mais pour revenir en fait au 24 janvier 2008, mon premier truc qui me vient à l'esprit à ce moment-là, justement, me rendant compte que je n'ai plus aucun ami autour de moi, que plus personne ne me répond, c'est la prise de conscience. La prise de conscience un peu brutale qui est de dire, ok, qu'est-ce que mes proches, qu'est-ce que les gens que j'aime le plus au monde, donc ma mère à l'époque, pense de moi. Ma compagne de l'époque était à mes côtés et a eu cette phrase qui est je n'ai pas supporté ce que j'ai supporté jusqu'à présent pour me barrer maintenant. Donc ça, c'était fait. Mais aussi les proches, la famille, qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce qu'ils croient tout ce qui est raconté dans la presse? Il y a cette peur-là, en fait, de dire quel jugement ceux qu'on aime portent sur nous. Et puis surtout, cette culpabilité aussi de dire, ok, certes, on souffre de ce qui est en train de se dérouler là, mais les gens qui nous aiment souffrent encore plus, et la culpabilité de les faire souffrir, ça a été quelque chose qui a été très compliqué pour moi, notamment vis-à-vis de ma mère. Et donc j'ai passé cette journée du 24 janvier 2008 en fait en me disant, en ayant une crainte de dire qu'est-ce que ma mère pense de tout ce qu'elle racontait, quelle est sa position par rapport à ça. J'avais peur de son jugement à ce moment-là. Et donc on avait dit avec mon frère, en fait c'est surtout mon frère qui avait géré ça, qui avait fait, pour la protéger elle aussi, on avait une riche idée de lui dire, écoute, prends un billet de train, pose pas de questions, tu viens. Et donc dans la journée du 24 janvier 2008, elle a pris un train, elle est arrivée à Paris le soir tard. Et moi je me retrouve gare Montparnasse pour aller la chercher, alors que c'était complètement surréaliste ce moment, parce que dans Paris tout le monde était en train de me chercher, les journalistes me cherchaient de partout. Il y avait une vraie traque qui était en train de s'opérer depuis toute la journée. Et je me retrouve dans un bar gare Montparnasse. Alors il se trouve que par chance, la photo qui est sortie, la photo du badge, je ressemblais plus trop à ça à l'époque. Mais il y a toute cette paranoïa, cette peur de me dire merde, si on me reconnaît, qu'est-ce qui se passe? Et il y a ce moment où ma mère arrive sur le quai de la gare Montparnasse, je vais la chercher, je l'attends et je la vois arriver et je suis tétanisé de son jugement, de ce qu'elle va me dire. Et j'ai même pas le temps de lui poser la question et elle me dit je sais comment je t'ai élevé, je sais que je l'ai pas fait. Et ça, c'était un soulagement qui était... Quand elle dit « je sais que tu l'as pas fait », c'est-à-dire qu'elle comprend quoi? Que ça t'a dépassé? Que c'est quelque chose... Mais je sais que t'es pas l'escroc, le terroriste qui est décrit dans la presse. Je sais que tu as voulu faire ton job et que tu l'as bien fait. Je sais que t'es pas un voleur. Voilà. Je sais que t'as pas trahi la confiance de tes employeurs. Et toi, qu'est-ce que tu lui dis? Alors déjà, pour moi, c'est un soulagement d'avoir ces mots, avant même que j'ai eu le temps de lui poser la question. C'est cette tension que j'avais toute la journée, en fait, qui disparaît immédiatement. Et moi, je lui dis, je te promets que je rends l'honneur du nom de famille, je vais le rendre. Voilà, je vais me battre pour ça. C'est la promesse qui me lie depuis 17 ans. Le combat judiciaire que je mène depuis 17 ans, c'est aussi pour ça. Alors, il y a d'autres choses qui sont greffées depuis, mais le T0 est l'origine de tout cela, de ce combat, de pourquoi je lâche pas, c'est de ce qui a marqué sur mon bras. C'est cette promesse que j'ai faite le 24 janvier 2008 sur la quai de gare. Donc ton frère, ta mère, ton père, j'imagine, là où il est, à l'époque, ta compagne de l'époque, jamais eux ne t'ont tourné le dos? Non. Ils t'ont engueulé? Même pas. Même pas, non. Ils ont été super soutenants. Et là, tu viens de résumer les seules personnes qui restaient autour de moi à ce moment-là. Voilà. Moi qui avais beaucoup de gens autour de moi et beaucoup d'amis avant l'éclatement de cette affaire, en un millième de seconde et une de presse, je me retrouve avec l'essentiel, certes, mais beaucoup moins de monde, mais l'essentiel autour de moi. Mais tu l'as déjà sans le savoir, le message en fait de cette vie aussi. Oui.
Quand les jours de pluie ne cessent plus, sur tes épaules épuisées d'avoir vécu et traversé, t'écris vachement bien. Merci. Trop de mauvaises saisons, quand le ciel est lourd, prêt à tomber, que le bleu n'est plus qu'une échymose. Ça me fait penser à Si je m'en sors sans bleu au corps. Ben, il faut y comprendre aussi que dans cette chanson si fragile, il y a des blessures, un AVC, alors que tu es enceinte de ta première fille. Oui. Oui, c'est assez fou. On était à la maison, tous les deux, et puis à un moment, j'ai des maux de tête, je me sens vraiment pas bien. Et jusqu'au moment où SOS médecin vient une première fois et dit non, en fait, on va appeler le SAMU, il y a un problème. Et puis voilà, et je me retrouve dans un camion et on me dit ah, Madame Zenati, ça va pas bien, hein? Je mets la tête, ferme ta gueule. Je sais pas, je ne suis pas Zenati, j'ai juste pas là la tête. Jusque dans le camion. Petite chanson. Petite chanson, et si je m'en sors, hein? Si je m'en sors. Et j'arrive à l'hôpital, et puis ils me prennent en charge, et voilà, ils voient que j'ai du sang dans la moelle, et puis bon, et tout s'enchaîne. Et la seule chose dont je me souviens, c'est que pour moi, ça a été extrêmement violent, en fait, parce que j'avais l'impression que... Non, en fait, c'est pas une impression, c'est que mon ventre, il devenait de plus en plus petit. Et donc, j'arrêtais pas de leur dire, mais il faut faire une écho, puisque je suis enceinte, mais eux, en fait, c'était pas très important pour eux. Ils me disaient, non, mais ça va, tout va bien, jusqu'au moment où ils m'ont dit, voilà, si on vous endort, donc on risque de faire une anesthésie. Et là, je dis, mais si... Et alors, mon bébé aussi, il va dormir? Oui, vous inquiétez pas, il dormira. En fait, pas du tout, c'est un avortement. Voilà. Et je me souviens juste de ma mère qui arrive, et parce que j'étais pas mariée encore à Benjamin, et donc lui n'avait aucun droit sur moi et sur moi enceinte. Et donc, ils ont demandé à ma mère, si jamais on doit l'opérer, on est d'accord qu'on part sur un avortement tout de suite. Et donc ma mère a dû signer ce papier. Et voilà, et donc je me souviens de ça, et moi je me disais juste, mais pourquoi mon ventre il devient tout petit? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Le corps parle toujours, hein. C'est ça qui est... Ma tête a explosé, je pense que j'étais vraiment à un endroit de ma vie où j'en pouvais plus, quoi. Et en fait, je pense que ce qui s'est dessiné à moi, c'était ou les autres ou ta fille, quoi. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai tout rasé. Tous les gens avec qui je travaillais, j'ai tout arrêté. C'est le moment où je me sépare de chez Sony, qui est ma maison de disques d'origine. Je me sépare aussi de mon manager. En fait, je ne supporte plus la pression, qu'elle soit dans le succès ou dans l'échec. Parce qu'en plus, j'ai vécu un échec juste avant ça, qui était un album qui s'appelait Plus de Diva. Et là, vraiment, les gens commençaient à me regarder comme si j'avais une maladie, comme si j'avais la lèpre, quoi. Tout d'un coup, j'étais plus celle qui vendait des disques et tout ça. Donc, et c'est marrant, le switch s'est fait très rapidement. Et du coup, les gens qui vous ont tellement aimé deviennent tellement agressifs et commencent à vous en vouloir. Et c'est marrant parce que c'est là où je me suis rendu compte que finalement, on aime les gens pour les mêmes raisons. On quitte les gens pour les mêmes raisons pour lesquelles on les a aimés. Je vais y arriver. Et donc, du coup, je me suis séparée de tout mon entourage. Parce que c'était toxique, en fait. C'était des gens qui comptaient, en fait, trop sur moi. En fait, on arrivait quand même à me dire, non, mais si tu sors pas de disque, moi, je vais vivre comment? Si on part pas en tournée? Bah là, tu dis, est-ce que je peux vivre 2 minutes? Ou non? Ok, vas-y, je vais faire un disque. Vas-y, viens, on va faire des chansons ensemble. Vas-y. Et en fait, c'était une machine qui me broyait, quoi. C'est ton corps qui t'a sauvée, là? Oui, à plusieurs reprises. Ouais. Plus que ma tête. Une fausse couche aussi? Oui, ça c'est la vie. Hein. J'ai déjà 2 enfants, je vais pas me plaindre. La maladie, la thyroïde d'Hashimoto, oui. qui touche beaucoup de nombreuses femmes, des hommes également, qui est malheureusement assez répandue. Oui. Ça aussi, c'est assez troublant. Oui, ça se passe là dans la gorge. Ça se passe dans la gorge, et puis c'est la thyroïde, on l'appelle le chef d'orchestre. Des émotions. Donc c'est vrai que c'est bizarre de me dire que je m'auto-attaque. Ça c'est quand même bizarre, quoi.
Mais d'un autre côté, je pense que ça va tout à fait avec la personne que je suis et je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps. C'est vrai que moi j'aime beaucoup les gens et j'aspire beaucoup de ce que les gens peuvent ressentir. Je sais pas si on appelle ça hypersensible, je sais pas comment on appelle ça, mais je suis un peu un aimant à ça. Et je pense que parfois ça a été à mon détriment. Et je pense que Hashimoto, c'est pas un hasard non plus. Ça correspond bien finalement à tout ce que j'ai mené depuis toujours et à la façon dont je me suis toujours positionnée, que ce soit dans ma famille, que ce soit par rapport aux gens avec lesquels j'ai travaillé, par rapport même à mes amis, mais c'est beaucoup plus nuancé parce qu'elles me connaissent très bien et qu'à un moment elles disent « Ok, nous on va très bien, et toi maintenant ?» Et voilà, donc c'est le vestige de mon altruisme. Non, je ne sais pas. C'est pas mal, tu pourrais l'écrire. Je pourrais l'écrire. C'est difficile de trouver sa place. Hein. Bah, la place, de toute façon, je pense que c'est le parcours d'une vie. Hein. Et finalement, quand tu commences à comprendre qu'une place, c'est mouvant, et puis que tu as le droit d'en changer, et que c'est pas d'être infidèle que de changer de place, comme de changer d'avis d'ailleurs, bah, c'est plus cool. Hein. Et alors, il faut toucher le fond quelquefois pour mieux rebondir. Moi, c'est en tous les cas ma manière de vivre. Et j'ai essayé de noyer mes pleurs et j'ai essayé de voiler mes peurs. Mais j'avais mal encore et encore. J'ai dû toucher le fond pour boire à l'au-delà. Je pense que c'est peut-être à ce moment-là que tu t'es dit, après ce long silence, ce noir après la lumière, qui est quelquefois indispensable pour justement retrouver l'éclat. C'est peut-être là que tu t'es dit... Pensons à aujourd'hui. J'ai passé mon temps à vouloir renaître, à chercher comment, pourquoi et peut-être. Ici, maintenant, j'en fais l'aveu. Que mes lèvres s'en tiennent à la vérité. J'embrasse mes faiblesses, ma joie, mes péchés. C'est dans demain. Oui. On y est? Ah ben on y est, bien sûr. Oui, on y est complètement. Après, je pense que moi, j'ai toujours, quelque part, orchestré mes chutes. Je pense que j'ai décidé. Autant que ce soit beau. Autant que ce soit joli. L'important, on m'a toujours dit dans ce spectacle, le début, la fin. Donc, je me souviens que quand j'ai fait Plus de Diva, j'enregistrais ce disque et je savais. Et en même temps, j'avais l'impression qu'il allait me sauver de quelque chose parce qu'il allait m'emmener très très loin, au fond de la mer. Et moi, je dis que Plus de Diva, c'est un peu mon disque suicide. C'est-à-dire que j'avais besoin de pouvoir renaître et pour ça, il fallait qu'il y ait un gros échec et qu'on me tourne le dos. C'était la meilleure façon pour moi de me libérer de tout ce qui était trop lourd. T'as même dit au revoir hein, sur scène. Oui, j'ai dit au revoir. C'était fini. Tu croyais plus, t'allais plus chanter, plus jamais. Chanter, si, toujours, mais en fait, il n'y a rien du tout de négatif. C'est pas que j'y croyais plus, c'est que j'avais le sentiment de ne plus rien avoir à dire. Et à partir de ce moment-là, il vaut mieux se taire. C'est plutôt que de dire n'importe quoi. Et puis, en plus, avec Refaire danser les fleurs, j'avais vécu un parcours incroyable parce que c'était la première fois que je devenais productrice. L'album a fonctionné, j'ai fait une belle tournée. Je me suis dit, ok, je suis auteur, compositeur, éditeur, productrice, interprète. Super, là, je suis à un endroit qui me convient. Donc, en fait, je vais faire une photo de cet instant-là et je vais la ranger. Parce que je veux que le souvenir reste joli. Je ne veux pas partir parce qu'on me pousse. Je veux partir parce que je décide. Et puis finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Entorse des cervicales, Ouais. 4 orteils cassés, Ouais. côte cassée, fracture intercostale. Ouais. Ça aussi, c'est ce que tu as vécu dans cette école. Oui, j'avais 18 ou 19 ans. On fait un porté et je me lance et la personne ne me rattrape pas. Ça existe aussi. Voilà, donc Ok. bon, tout simplement, tête à droite, corps à gauche. Donc là, on se dit, ne C'est bouge fini. surtout pas, Inès, ne bouge pas. Ne bouge pas, les pompiers arrivent, minèrent pendant 3 semaines, mais je continue quand même à donner mes cours parce que j'ai besoin d'argent. C'est un cercle, hein.
C'est un cercle qui s'arrête pas. Je continue d'aller à l'école parce que je peux pas avoir 3 semaines sans aller à l'école. Enfin, voilà, c'est pas possible. Donc ouais, pas facile. Fracture intercostale, très douloureux. En ma première saison de Danse avec les stars, ça arrive bien plus tard. C'est pendant ma première saison de Danse avec les stars, en plein direct, demi-finale. Wow. Je fais un porté et je sens. Je sais plus si je sens ou si j'entends. Mais et là, bon, tu continues, hein, c'est pas grave. Et le lancement pub arrive juste après. Et là, je regarde mon partenaire, je dis, j'ai eu quelque chose. J'ai quelque chose. Alors, je souffre. Orteil cassé, pareil. Hein, pendant Danser avec les stars, on marche, je suis à pieds nus, on marche avec des dogs sur les orteils. Jour de la finale, 4 orteils cassés. Mais je me remonte sur scène 2 semaines plus tard. Hein. Donc, je suis obligée. Hein, je ne vais pas dire non, je ne monte pas sur scène pendant 3 mois, j'ai 4 orteils cassés. Je gagne ma vie comme ça. Je gagne ma vie en allant danser. Donc, si je me blesse, bah tant pis, il faut que je continue. Donc, nous, on n'a pas d'arrêt maladie. Enfin, je ne connais pas tout ça. Hein. Quel est le sens de cet art, la danse, où le rendu lumineux et d'une beauté, d'une perfection, d'une élégance, d'une lumière incroyable, l'ombre de tout ça est douleur, travail, mots, M-A-U-X en tout genre. Comment tu analyses justement cette dualité liée à la danse ? C'est ce que je préfère. C'est horrible, hein. On est sado hein, parfois. Hein. Mais j'aime cette douleur. J'aime me dire que j'arrive à un résultat parce que j'ai travaillé, parce que ça m'a fait mal. J'ai pas peur de me faire mal. J'ai peur de me blesser, mais j'ai pas peur de me faire mal dans le travail. J'ai pas peur de... Au contraire, plus je me fais mal, plus c'est dur, plus la technique est compliquée à apprendre, plus la satisfaction est énorme quand j'y arrive. Donc bien sûr qu'on passe par de la frustration parce qu'on n'y arrive pas toujours, parce que c'est long l'apprentissage, mais quand on y arrive, mais c'est formidable. Moi, réussir sans effort, franchement ça m'intéresse pas. C'est un miroir de toi-même, t'es aussi ça, t'es aussi l'ombre et la lumière. Ouais, je pense. Ouais. Je l'ai été en tout cas, j'essaie de l'être un peu moins parce que c'est pas évident à gérer, hein, d'avoir toujours ce double côté. Mais oui, bien sûr, il y a de ça aussi dans ma vie. L'année dernière, je crois que tu as eu un moment difficile. Ouais, alors l'année dernière, j'ai enchaîné aussi beaucoup de travail. Et là, je me suis aperçue qu'il fallait peut-être que je pense à moi aussi un petit peu. Je me suis écroulée. J'ai fini à l'hôpital. Je me suis écroulée. J'arrivais plus à m'arrêter de vomir. Je suis arrivée déshydratée. Après la saison de Danse avec les stars Après la saison de Danse avec les stars d'Internet, Mask Singer, que j'ai tout fait en même temps. Et puis j'ai couru, j'ai fait un 10 km juste après. Et après ce 10 km, voilà, j'ai rideau, hôpital. Voilà. Donc je ne suis même pas certaine que ce soit... physiquement, je suis arrivée à bout. Mais c'est de ma faute. Mais pose-toi la question, pourquoi tu es allée aussi loin ? Mais c'est de ma faute. Tu recherchais quoi là ? Je sais pas en fait, tout est arrivé en même temps. C'est-à-dire que dans notre travail, parfois on n'a rien pendant longtemps. Et d'un coup, on a tout. Et là, alors, je pense que tous les intermittents du spectacle vont se dire « Ah, c'est tellement vrai ce qu'elle raconte. » Mais alors, quand on a plein de choses, on accepte. La peur du manque. Et je ne regrette rien. Et si je devais le refaire, je vais te dire que je le referais. Donc, comme quoi, Danser avec les stars, formidable. Danser avec les stars d'Internet, aventure incroyable. Mask Singer, l'une des plus belles aventures que j'ai vécues en télé. La libellule ? La libellule. C'était toi. Hein. C'était moi. Donc, entre guillemets, malheureusement, tout est tombé en même temps. Mais heureusement, tout est arrivé dans ma vie. Tu as pensé quoi dans ce lit d'hôpital ? Alors, je vais être très honnête avec toi, je n'arrivais plus à réfléchir. En fait, on m'a même demandé comment vous vous appelez. Alors ça, non, j'arrêtais pas de me répéter, tu t'appelles Inès Vandamme, tu t'appelles Inès Vandamme, tu t'appelles Inès Vandamme. Et on me demandait qu'est-ce que vous faites comme travail. Et je répondais, je sais ce que je fais, je n'arrive pas à vous le dire. Wow. En fait, j'ai eu un dysfonctionnement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je ne suis pas restée longtemps, hein, je suis restée même pas une journée, hein, tu vois. On m'a réhydraté, c'était reparti. Hein. Ça t'a appris quoi ? Il fallait quand même que je fasse attention à moi. Qu'il fallait que je m'écoute un petit peu quand même. Voilà, mais j'étais dans une période de vie où je voulais remplir et combler tous les moments de vide. Voilà, j'étais à l'époque célibataire, je sortais de 5 ans de relation. C'est moi qui ai mis fin à ces 5 ans de relation, donc il n'y a aucun souci avec ça. Mais quand bien même, réapprendre à vivre différemment. Je venais de perdre mon grand-père. 6 mois après avoir perdu mon oncle. Bon, si tu veux, il y a un moment, je ne sais pas si c'est
est-ce que j'ai lâché physiquement ou j'ai lâché mentalement? J'ai des doutes là-dessus, parce que physiquement, bon, c'était dur, mais je me sentais pas si épuisée que ça. J'ai fini ce 10 km, j'étais bien. Hein. Et 3 heures plus tard, c'était terminé. Merci d'avoir regardé ce best-of d'Entre vous et moi. Retrouvez-nous tout l'été en vidéo sur notre chaîne YouTube et également en podcast sur toutes vos plateformes. Continuez de nous laisser vos likes et vos commentaires pour faire vivre la chaîne tout l'été. On est ensemble.